On vous dit en français bonjour aujourd'hui car ce sont 2 journées dédiées à la langue française. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très enchantée de vous présenter notre intervenante d'aujourd'hui, Madame la professeure Claudia Mignola, qui va nous parler de l'esthétique du nouveau roman, Le récit impossible d'Alain Robbe-Grillet. Claudia Mignola est docteur de recherche en eurolangage et terminologie spécialisée. Donc voilà, on est toujours sur les langues objectives spécifiques ces jours-ci. Elle est professeure de langue et traduction française et littérature et culture française à l'École internationale pour médiateur linguistique de Benevento et de la langue française à l'Université Naples-Parthenop. Sa recherche récente inclut la littérature française, la littérature canadienne, en particulier québécoise, la terminologie, la lexicographie, la traduction. Donc voilà, j'ai déjà quelques réponses pour mon intervention de demain, que ce sont des littératures à part, canadiennes, québécoises. On en parlera un peu plus demain. Merci beaucoup et je vous en prie. Voilà, merci, bonjour à toutes et à tous. Et donc, je vais partager mon écran. Alors, ça va. Voilà, alors, aujourd'hui, je vais parler de l'esthétique du nouveau roman, du récit impossible d'Alain Robbe-Grillet. Avant tout, je vous montre... Pardon. Voilà, je vous montre le plan de ma leçon. Donc, je vais faire un aperçu historique et littéraire sur le nouveau roman, mais j'ai fait un aperçu historique très vitement parce que seulement pour les étudiants en particulier, parce qu'on ne peut pas connaître tous les auteurs du XXe siècle, et aussi pour plonger le nouveau roman dans la période historique du XXe siècle. Puis, on va parler d'Alain Robbe-Grillet en tant qu'écrivain et puis de l'auteur en tant que cinéaste. Bon, alors, on va commencer avec l'aperçu historique et littéraire. Nous savons que l'après-guerre en France, c'est la période des années 45, on commence 45, 50, et à la libération, toute la France est à reconstruire. Politiquement, toutes les forces issues de la résistance souhaitaient tourner la page de la Troisième République. Donc, il y a un gouvernement provisoire confié au général de Gaulle qui est proposé, donc il y a une constitution qui est proposée par un référendum. Et quand les Français décident de voter non, Charles de Gaulle décide, comme vous voyez dans la photo, de se retirer, de quitter définitivement la vie politique. Pourquoi je parle de Charles de Gaulle? Parce qu'il y a été une personnalité très importante dans la reprise économique française. Et donc, il y a une profonde, nous avons dit, reconstruction économique et sociale dans cette période. Donc, c'est une période économiquement difficile, mais grâce au plan Marshall, la France s'équipe en moyens de production moderne. Donc, il y a la 4e République qui continue un peu l'œuvre du gouvernement provisoire et la confiance revient, la natalité est très forte, donc on commence finalement à reconstruire. On peut dire donc qu'en 1952, la reconstruction accomplie, la modernisation engendre une croissance soutenue qui commence à transformer la société jusqu'à dans la vie quotidienne, donc voitures, équipements, ménagers, télévision, etc.
Et ces décennies de dynamisme économique ont été en effet baptisées comme les 30 glorieuses, mais une instabilité des gouvernements ministériels est encore très, très paralysante. Donc, cette instabilité empêche de suivre les questions graves qui Carla, ne manquent pas, comme guerre Carla, froide. Ragazzi, per favore, il microfono. Qui ne manque pas, comme guerre froide, construction européenne et surtout décolonisation. Donc, dès la création de la 4e République, elle doit gérer un peu la guerre d'Indochine, le problème de l'Algérie, les révoltes au Maroc. Et donc, c'est l'impossibilité surtout à résoudre les problèmes des colonies comme celui de l'Algérie qui font tomber le régime. Et c'est à ce moment-là que le général Charles de Gaulle entre à nouveau dans le match. C'est-à-dire qu'il, à lui, est confié la création de la 5e République et il faut rédiger une nouvelle constitution. Donc, la 5e République est née. De Gaulle met en pratique les principes qu'il avait exposés 12 ans auparavant. Et dans son discours de Bayeux, donc un exécutif fort, partagé entre le gouvernement et le président. Et à ce moment-là, on parle de régime présidentiel. Le président de la République est élu par suffrage universel direct. Avec la 5e République, termine aussi l'empire colonial de la France. C'est-à-dire qu'il y a une décolonisation, surtout de l'Afrique noire. La Première Guerre mondiale avait déjà emballé l'empire colonial, donnant la conscience aux colonisés de la vulnérabilité de l'homme blanc, autant que de leurs propres droits. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, donc, avec ces luttes, ces bouleversements idéologiques, la proclamation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, elle devient un peu l'ultime déclencheur des luttes pour l'indépendance. Donc, après les guerres d'Indochine et surtout d'Algérie, il y a une décolonisation de l'Afrique noire. Donc, la fin de l'empire colonial. Donc, j'ai terminé mon aperçu historique. Et donc, du point de vue littéraire, nous avons l'ère des doutes. On appelle de cette façon parce que c'est une ère qui a bouleversé les consciences, accéléré l'évolution des mentalités. Donc, la crise politique et économique de l'après-guerre a exprimé un malaise dans toutes les sociétés industrielles. Un moment historique qui portera des changements du point de vue social et intellectuel. Et c'est à ce moment-là que le nouveau roman s'affirme dans les années 50, plus ou moins. L'expression nouveau roman fut employée la première fois par Bernard Dore en avril 1955 et puis repris 2 ans plus tard avec un son négatif par l'académicienne Émile Leroux dans un article du journal Le Monde le 22 mai 1957. Il a utilisé pour critiquer le roman La jalousie d'Alain Robbe Grillet et Tropisme de Nathalie Sarraute. Ce terme apparaît quelques mois avant la naissance des expressions Nouvelle Vague en octobre 1957 et Nouveau Théâtre, le théâtre de l'absurde, à partir de 1962, et s'inscrit dans une période d'intense renouveau artistique. Déjà, auparavant, Jean-Paul Sartre avait proposé l'expression anti-roman pour regrouper les œuvres de cette génération d'écrivains. Mais c'est nouveau roman avec majuscule qui s'impose finalement. Bon, la définition. Quelle est la définition? Si on va voir on va contrôler la définition de 1984 du dictionnaire Le Robert. Tendance littéraire récente du nouveau roman français, hostile à la psychologie et fondée
sur la description objective, sur une réflexion sur le langage. Donc, vous voyez les premières caractéristiques, non, du nouveau roman qu'on va voir. Donc, le nouveau roman, qu'est-ce que c'est? On l'a appelé comme une collection d'écrivains plus qu'une école. Cette expression l'a donnée Jean Ricardou, un des participants à ce groupe littéraire, à ce mouvement littéraire. Dans les années 50, un groupe d'écrivains qui ne font pas école, c'est-à-dire ils n'ont pas un manifeste comme les surréalistes par exemple, se rejoignent dans une certaine façon de concevoir la création littéraire. Le désir de renouveler le genre romanesque s'exprime à travers leurs tests d'une part, mais aussi à travers des essais théoriques que plusieurs d'entre eux ont publiés. Nathalie Sarraute, c'est la précurseur avec son roman Tropisme. Alain Robbe-Grillet, Michel Butor sont les auteurs les plus connus du public encore aujourd'hui. Claude Simon, le seul à ne pas avoir écrit un essai théorique, a reçu le prix Nobel en 1985 pour l'ensemble de son œuvre. Citons encore Robert Pinget, Claude Mauriac et Marguerite Duras, qu'on lit encore beaucoup aujourd'hui, que se situe dans cette mouvance, bien qu'elle n'ait aucun parti pris théorique. On regroupe donc ces auteurs sous l'appellation nouveau roman. Et vous voyez dans les photos des textes, des romans qu'ils ont écrits et des essais aussi. Leurs premières œuvres ont suscité l'incompréhension ou la moquerie quelquefois. Mauriac, par exemple, a écrit un article célèbre qu'il a intitulé « Le technique du cajou », en associant ses nouveaux romanciers au poète Francis Ponge, amoureux des objets. Ces auteurs sont soutenus, par contre, par plusieurs grandes critiques, comme Maurice Blanchot ou Genette. Il y avait en effet une convergence entre le structuralisme et la linguistique de l'énonciation. Ces courants linguistiques qui ont fortement influencé la critique littéraire de la deuxième moitié du siècle et les intentions des auteurs de mettre au centre de la recherche le processus même de la création pour en déconstruire les évidences antérieures. Qu'est-ce qu'ils font en effet? Ils remettent en question la tradition romanesque, réaliste et humaniste, et rejettent la littérature engagée de Sartre ou de Camus, le tenant du nouveau roman où l'école du regard, qui s'appelle aussi l'école du regard, se réclame de Joyce ou Kafka. Et dans leurs différents écrits théoriques, comme Répertoire 1, 2, 3 de Butor, pour un nouveau roman d'Alain Robbe-Grillet, L'ère du soupçon de Nathalie Sarraute, les écrivains expliquent le refus de la réalité. On peut, schématiser les principes du nouveau roman pour bien mieux comprendre. Il se définit par une série de rejets. Avant tout, le rejet du personnage. La notion de personnage est l'une de celles qui entre en premier dans l'ère du soupçon, pour reprendre un peu le titre de Nathalie Sarraute. Que le roman puisse prétendre créer et faire connaître un personnage cohérent dans toutes ses dimensions, de sa naissance à sa mort, paraît quasi aberrant au nouveau romancier. Ils sont influencés par Ulysse de Joyce ou les œuvres de Faulkner. Ils préfèrent la notion de flux de conscience, de narrateurs multiples et parfois indiscernables. Autre chose importante, c'est le rejet du point de vue omniscient. Le point de vue surplombant d'un narrateur tout-puissant et omniscient est énergiquement rejeté. Le narrateur ne peut donner
qu'un point de vue partiel et partial. Vous voyez ce petit schéma où on compare, hein? On fait une analyse un peu contrastive entre le roman traditionnel, réaliste, le Père Goriot de Balzac, et le nouveau roman. On a pris comme exemple La jalousie de Robbe-Grillet. Donc, il y a une focalisation zéro dans le premier, dans le roman traditionnel. Le narrateur est omniscient, il sait tout sur les personnages, nom, âge, passé, caractère. Tandis que dans le nouveau roman, on a une focalisation externe, c'est-à-dire que le narrateur passe pour une caméra qui accède à la chambre de A. Il relate les actions de A sans avoir des informations sur ce personnage. C'est-à-dire, on ne décrit pas le personnage. Quasi, on l'appelle. Jamais. On ne donne pas lui un nom. Donc, seulement une lettre. Donc, vous voyez un petit extrait. Le Père Goriot, en ce qui concerne le roman traditionnel, le Père Goriot, vieillard de 69 ans environ, s'était retiré chez Madame Vauquet en 1813 après avoir quitté les affaires. Tandis que pour le nouveau roman, vous voyez A est entré dans la chambre par la porte intérieure qui donne sur le couloir central. Elle s'est maintenant retournée vers la porte pour la refermer. Donc, nous avons d'un côté le roman réaliste. Le personnage du Père Goriot fait appel à la bourgeoisie du 19e siècle. D'autre part, nous avons le nouveau roman qui rompt avec le réalisme. Le personnage A n'a pas de reflet réel, il est dépourvu de son. Donc, le personnage dans le nouveau roman n'existe pas, c'est-à-dire il n'y a pas d'épaisseur. Et il est seulement, comment dire, un peu cité, mais pas décrit. On décrit les ambiances, les objets, donc on a une focalisation différente. Per favore, i microfoni. Puis, on a le rejet de la notion d'intrigue. L'intrigue est diffractée entre plusieurs narrateurs. Il y a plusieurs points de vue sans que le lecteur puisse atteindre une certitude quelconque quant à la vérité de ce qu'il croit comprendre. La linéarité d'une intrigue menée de bout en bout par un auteur omniscient n'est pas envisageable. Puis il y a le rejet du réalisme moderne. Les auteurs s'accordent à rejeter une forme sclérosée de réalisme, héritée de la grande forme romanesque réaliste, que le roman du 19e siècle a popularisé. Cependant, si pour eux, comme pour les surréalistes, la phrase « la marquise sortie à 5 heures » est une imposture, leur entente s'arrête là. Leurs divergences de discours sur Balzac sont très éclairantes à cet égard. Encore pour schématiser, vous voyez, le nouveau roman, c'est l'antipode du roman traditionnel. Le roman traditionnel se place du point de vue rétrospectif. Le nouveau roman se place du point de vue prospectif. Encore, la vraisemblabilité. Dans le roman traditionnel, il vise à donner l'illusion du réel, à nous faire croire que ce qu'il raconte, c'est vrai. Son auteur donc vise une certaine conformité avec le réel. C'est un roman linéaire. Dans le nouveau roman, il détruit l'illusion du réel. L'écriture est le but essentiel, l'intellectualisation totale de l'art du romancier. Donc, il n'est pas nécessairement linéaire. Pour les plus dogmatiques d'entre eux, comme Robbe-Grillet et Ricardou notamment,
sont proscrites toute référence au réel et aux états d'âme comme tout aspect autobiographique. Le nouveau roman ne donne pas à connaître un monde, un état de la société. Il ne saurait faire concurrence à l'état civil, selon la formule de Balzac. Il n'a aucunement la prétention de reproduire le réel, ni même de l'évoquer. Il utilisera les descriptions pour détruire les effets du réel, typique du réalisme. Cette position, en effet radicale et anti-idéaliste, éloignera progressivement des auteurs comme Claude Simon, par exemple, pour qui la mémoire est un matériau essentiel, ou encore Beckett ou Nathalie Sarraute. Ces derniers, poursuivant leur expérimentation formelle, parfois aussi poussée que celle de l'Oulipo, continueront à chercher à dire l'homme et le monde, ce qui correspond précisément à l'idéologie de l'expression-représentation que Ricardou poursuit systématiquement dans ses essais. Et c'est Ricardou qui dit, en effet, qui affirme que le roman, c'est pas l'écriture d'une aventure, le raconte d'une aventure, mais c'est l'aventure d'une écriture. C'est au contraire, c'est lui qui le dit, c'est Jean Ricardou. La conséquence de toute cette série de rejets que nous avons dit, c'est l'attention quasi exclusive accordée non à ce qui est écrit, mais à l'écriture elle-même en train de se faire. Donc l'œuvre acquiert une sorte d'autonomie par rapport à son auteur. Elle se construit par sa propre logique, indépendamment d'un projet préétabli. Ainsi, chez les romanciers du nouveau roman, il n'y a plus de personnages, il n'y a plus d'intrigue, il n'y a plus de vraisemblance. Le roman ne doit plus exister par rapport au réel, mais par rapport à la seule subjectivité de celui qui écrit. C'est en effet, comment dire, l'écrivain qui fait l'histoire et en même temps c'est le lecteur qui contribue à cette histoire. Donc le lecteur ne peut plus lire l'histoire en s'identifiant au personnage, en essayant de comprendre sa psychologie, mais il doit le lire de façon intellectuelle, en se mettant du côté du romancier et en essayant de suivre sa démarche créatrice. Les résultats sont stylistiquement très différents parmi les auteurs. D'un auteur à l'autre, il y a des différences, mais la démarche est la même. Du reste, ces romans sont aussi des réflexions sur l'art d'écrire un roman. Quel est le problème qui peut provoquer ce type d'écriture? Le danger, c'est de cette recherche romanesque est de tomber dans le formalisme. Ça, c'est la motivation pour laquelle certains auteurs se sont éloignés de ce type d'écriture. Donc, même s'ils ont adhéré dans un premier temps, puis ils se sont éloignés, comme Marguerite Duras, par exemple, qu'elle adhère partiellement à cette nouvelle esthétique. Mais maintenant, le nouveau roman est-il mort? Donc, il y a encore il y a eu, même pendant les années, ou encore des expressions du nouveau roman. On a toujours contesté son existence. Il est toujours là, comme disait Alain Robbe-Grillet pendant un entretien au Monde en 1984. De fait, de 1958, l'hebdomadaire Art proclame la fin, la mort de cette courant littéraire. Et ils disent, les auteurs, les critiques disent que ça a été seulement un coup de force éditorial. Mais en 1985, quand
Claude Simon gagne le prix Nobel pour son œuvre, les critiques encore plus soutiennent que le mouvement contestataire est mort. Mais les auteurs qui ont participé à ce mouvement ont trouvé des voies différentes pour exprimer leur désir d'écriture, de ce type d'écriture. Par exemple, Michel Butor a abandonné l'écriture romanesque en 1960. Alain Robbe-Grillet s'est dédié au cinéma, s'est tourné vers le cinéma. Et la plupart sont également passés du nouveau roman à la fiction autobiographique. Mais le nouveau roman a influencé les nouvelles générations d'écrivains avec les formes romanesques. Par exemple, nous avons Jean-Philippe Toussaint ou Jean Echenot, qui ont été également édités par les éditions de Minuit, qui ont été influencés par ce type d'écriture. Mais qu'est-ce qui incarne le plus ce type d'écriture? C'est bien sûr Alain Robbe-Grillet. Bon, il est né le 18 août 1922 à Brest et mort le 2008 à Caen. C'est un romancier, un cinéaste français. Son épouse, la romancière Catherine Robbe-Grillet, dont le nom de plume, Jean de Bergue, est un écrivain aussi et a participé à des films qu'il a réalisés. Fils d'un ingénieur, Alain Robbe-Grillet suit ses études à Paris, au lycée Buffon, puis au lycée Saint-Louis. Il entre à l'Institut national agronomique à Paris, il est envoyé à Nuremberg. Un an après son retour, en 1945, il obtient le diplôme d'ingénieur agronome. Donc, sa vie commence avec la science, avec l'ingénierie. Il est appelé aussi l'ingénieur écrivain. Il est ensuite chargé de mission à l'Institut national de la statistique à Paris, puis ingénieur à partir de 1949 à l'Institut des fruits et des agrumes coloniaux au Maroc, en Guinée française, à la Martinique, à la Guadeloupe. Puis, il se consacre ensuite à la littérature. Dès son premier roman, Les Gommes, il revendique une nouvelle forme romanesque où l'homme et sa psychologie disparaissent au profit de la perception des objets. Et il poursuit son expérimentation dans Le Voyeur, La jalousie, dans Le labyrinthe, La maison des rendez-vous. Sa façon de présenter les situations comme des tableaux le conduit après vers le cinéma. Et puis, après, nous allons voir l'année derrière Amar Rambat et l'Immortel. La deuxième partie de son œuvre littéraire développe une thématique érotique et sadique qui n'a pas eu une aussi grande résonance que les premiers textes, du moins en France. En 1981, il publie Gine, pastiche de ses œuvres. Élu à l'Académie française en 2004, il a toujours refusé d'y porter l'habit vert de tradition. Et il ne prononcera donc jamais son discours d'intronisation. C'est toujours une façon de se soulever, non, contre les institutions. Les plus grands romans de Robbe-Grillet apparaissent comme l'expérimentation romanesque de principes que l'écrivain théorisera dans son essai pour un nouveau roman en 1963. Une place très importante est bien sûr accordée à la description froide et objective
qui apprennent les personnages de leur immédiateté sans chercher à éclairer leur comportement. De la même façon, Robbe-Grillet décrit les objets comme ils sont. Ainsi, le steur vénitien, appelé aussi jalousie, à travers lequel le narrateur épie sa femme, ne deviendra jamais explicitement le symbole de la jalousie du narrateur et restera un simple objet fonctionnel. Toutefois, si la psychologie traditionnelle est rejetée, ces livres se centrent autour des problématiques reconnaissables. La perversion dans le voyeur, la jalousie dans jalousie, l'errance dans le labyrinthe. On va voir seulement quelques romans. Le Voyeur, c'est un roman de 1955, à sa parution a désarçonné la critique. Du héros narrateur, le lecteur ne saura rien si ce n'est qu'il est voyageur de commerce et qu'il a débarqué pour un jour dans une île pour vendre des bracelets montres. Mais si l'on ne sait rien sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il fait, au contraire, le lecteur sait tout de ce qu'il voit. Donc, l'observation, la description minutieuse des objets. Il observe le port, parcourt l'île et le narrateur le suit dans ses déplacements. Or, dans l'emploi du temps, une heure ne peut être reconstruite. Donc, qu'a fait Mathia, le personnage, pendant cette heure? Le lendemain, on retrouve le corps dénudé de la petite Jacqueline. Est-il coupable? Il essaye de se souvenir, mais lui, comme son lecteur, se perd dans la multiplicité des signes et on ne sait si on est dans le fantasme ou le réel. Autre texte, c'est la jalousie. Le roman est centré sur l'éternel trio, le mari, la femme et l'amant. L'intrigue, volontairement banale, est insignifiante dans son contenu, ne l'est toutefois pas dans sa forme. La logique temporelle est complètement bouleversée et déconcertante, bien sûr. On retrouve les mêmes épisodes repris plusieurs fois dans le texte. Mais des légères différences font comprendre que ces tableaux sont métamorphosés au gré des souvenirs du narrateur. Et nous arrivons à l'essai par excellence du nouveau roman. Donc là, le livre plus théorique de ce mouvement littéraire. Donc, pour un nouveau roman, édité en 1963, Alain Robbe-Grillet renie les essais sur la nature et le futur du roman. Lui donnant valeur de manifeste, l'auteur, dans cet essai, contexte le roman traditionnel de type balzacien et défend le nouveau roman apparu, comme nous avons déjà dit, dans les années 50. Il y rejette l'idée dépassée pour lui d'intrigues, de portraits psychologiques et même de la nécessité des personnages. Il incarne toutes les caractéristiques que nous avons citées parlant du nouveau roman, ou bien il les explique minutieusement. Pourquoi on parle de récit impossible? Et je cite Alain Robbe-Grillet. Il dit « Un roman, pour la plupart des amateurs et des critiques, c'est avant tout une histoire. Un vrai romancier, c'est celui qui sait raconter une histoire. Le bonheur de conter, qui le porte d'un bout à l'autre de son ouvrage, s'identifie à sa vocation d'écrivain. Inventer des péripéties palpitantes, émouvantes, dramatiques, constitue à la fois son allégresse et sa justification. »
Euh, je vais aussi vous lire, mais seulement quelques lignes, l'incipit de l'essai, le nouveau roman. Parce que pour comprendre si la, comment dire, le sentiment que le lecteur sent quand on lit ces lignes. Il dit « Je ne suis pas un théoricien du roman. J'ai seulement, comme tous les romanciers sans doute, aussi bien du passé que du présent, été amené à faire quelques réflexions critiques sur les livres que j'avais écrits, sur ce que je lisais, sur ce encore que je projetais d'écrire. La plupart du temps, ces réflexions ont été inspirées par certaines réactions qui me paraissent étonnantes ou déraisonnables, suscitées dans la presse par mes propres livres. » Donc, à travers, nous voyons dans ces lignes, fin de citation, à travers ce qu'il a entendu, donc les critiques et ce qu'il a lu et ce qu'il projette d'écrire, il jette les bases pour ce courant littéraire. Et il ne s'identifie pas comme un théoricien du roman, mais il explique tout simplement ce que le nouveau roman veut définir, veut être. Ça, c'est en effet la partie d'Alain Robert-Grillet comme écrivain. Donc, dans ses livres, comme par exemple, il y a une œuvre qu'il a écrite en 2004. Oui, c'est 2004 que je n'ai pas mis dans la présentation. C'est La reprise, toujours avec les éditions de Minuit, où même avec le titre, c'est-à-dire c'est la reprise, un retravail du texte qui devient plus important du texte. Donc, il met dans les textes qu'il écrit, dans les romans, il incarne toutes les caractéristiques du nouveau roman. Donc, on commence par les titres. On a dit la reprise, la rupture, comment dire, reprendre, modifier. Si on veut chercher des synonymes, reprendre, corriger, modifier. Donc, une manière de révisionner une œuvre. Même si l'histoire, c'est plutôt particulière, mais déjà avec le titre, il commence à nous dire quelque chose. Il a écrit aussi un régicide, le premier roman qui a été rejeté par des éditions. Puis nous avons cité Les Gommes, Le Voyeur, La Jalousie, Dans le labyrinthe, puis des nouvelles aussi, L'instantané, ou encore La Maison des rendez-vous, Projet pour une révolution à New York, Topologie d'une cité fantôme, donc Souvenir du triangle d'or, et encore aussi des œuvres romanesques comme Le miroir qui revient, Angélique le chantement, Les derniers jours de Corinthe. Donc, il a écrit, même si à partir d'une certaine partie de sa vie, il a décidé de se consacrer à la réalisation des films, il a continué à écrire. En effet, même la reprise, c'est un de ses derniers livres, est paru en 2001. Donc, il a continué à suivre ce type d'écriture. Après, on passe à Alain Robbe-Grillet, le cinéaste. Donc, on connaît bien Alain Robbe-Grillet, l'écrivain. On connaît moins Alain Robbe-Grillet, le cinéaste. Et pourtant, il a beaucoup travaillé le cinéma en tant que scénariste et puis réalisateur. Sa filmographie est assez riche. Il dit « J'ai toujours été un débutant. J'ai commencé une carrière d'ingénieur agronome à 20 ans, comme nous avons vu, une autre de romancier à 30, une de cinéaste à 40.
De la même façon, à 50 ans, je me suis mis à peindre. À 60 peut-être, je ferai de la musique. Moi, je ne sais pas, mais je crois qu'il n'a fait pas de la musique, donc jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, c'est un homme qui s'est réinventé, hein, toujours dans sa vie. Et donc, malgré la difficulté d'une idée d'écriture aussi subversive, Robert Gray essaya de l'expérimenter également dans le domaine cinématographique. D'abord comme scénariste d'un film d'Alain Resnais, l'année dernière à Marienbad, qui remporta le Lion d'Or à Venise en 1961, puis comme réalisateur d'œuvres. Les films qu'il a écrits et dirigés, comme L'Immortel, Trans-Europe Express, L'Homme qui ment, L'Éden et après, ou Glissement progressif du plaisir, La Belle captive et en 2006, Gradiva, se confirment des films qui déstructurent l'espace narratif en faveur d'un statut expressif. La chose la plus importante, en effet, c'est sa constante recherche linguistique qui trouve dans l'univers cinématographique un terrain fertile d'expérimentation. Donc, il commence à expérimenter à travers la cinématographie. Dans ces films, il développait les thèmes et les obsessions qui apparaissent déjà dans ses œuvres littéraires. Donc, il peut être un peu considéré comme le père spirituel du film l'année dernière à Marienbad, même si il n'a pas été le réalisateur, mais seulement le scénariste. Mais ce film était très important pour lui, pour lui ouvrir la voie à la cinématographie. Au début des années 60, ce film était l'objet d'un véritable culte. Il est, quasi impossible de saisir l'intrigue imaginée par le scénariste pour ce film. L'histoire d'un couple tentant de renouer une liaison qui n'a peut-être jamais existé. Tout ce qui se passe sur l'écran est situé dans le cadre luxueux et froid d'un palace allemand, ce qui rend l'action presque irréelle. Le jeu savant de symboles inexpliqués et d'allusions furtives rend le climat du film encore plus mystérieux. Tout ce qui est dit invite le spectateur à deviner ce qui n'est pas dit. Et plus on découvre, plus on devient dupe. Tout incertain dans ce monde factice noyé d'une vague inquiétude, se reflétant dans les yeux de la protagoniste. Donc, on a cette sensation de irréel toujours. Vous voyez ici la bande-annonce de l'année dernière à Marienbad de 1961. Et j'essaye de vous faire voir une petite vidéo dans laquelle vous pouvez écouter la voix de Robert Gray à propos de ce film, en parlant, mais c'est quelques minutes seulement, en parlant de ce film et du rapport avec le réalisateur Alain Resnais. J'essaye de le faire partir. Hein. Ok, alors, on va partager à nouveau, je crois. Il faut reprendre parce qu'on me dit que... Ok. Alors, un moment. Moi, je vous fais voir cette petite vidéo. Ça doit marcher Voilà. mieux séparément. Oui. Ok. D'accord. Ça va? Oui. C'est parfait. On attendait de lui, n'est-ce pas? Il avait travaillé sur les camps de concentration, Nuit et brouillard, la bombe atomique, Hiroshima. Il parle d'Alain Resnais, hein? C'était la guerre d'Algérie, quoi. Et effectivement, il y a un tas de gens qui m'en ont beaucoup voulu à ce moment-là, en somme, de développer le côté formel de ces recherches.
L'expérience était surtout de voir si on pouvait faire un film qui soit alors là purement émotionnel, quoi, justement, où les images ne s'assemblaient que par des raisons d'association d'idées, d'association de sentiments, et de voir si on arrivait à faire quelque chose qui se tenait pendant 1 heure et demie. Oui. Pour moi, c'est un film sur les incertitudes et les joies et les douleurs de la passion amoureuse. Bon, avec ce que ça comporte en effet d'élan et de doute. Bon, c'est ce mouvement de va-et-vient de la passion amoureuse que j'ai cru mettre en scène. Pour moi, c'est un film d'amour, purement et simplement. C'était un film sur la mémoire aussi pour lui. Or, pour moi, évidemment, non. C'est-à-dire que le titre lui-même, l'année dernière à Marienbad, est un piège. Il n'y a pas d'année dernière, il n'y a pas de Marienbad. Ou bien on est à Marienbad et l'année dernière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réalité du film en dehors du film lui-même. Vous vous souvenez? Ce n'est pas vrai. Sans doute. Vous avez déjà tout oublié. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous êtes sur le départ. La porte de votre chambre est restée ouverte. Pourquoi? Qu'espérez-vous faire de moi? Quel autre genre de vie croyez-vous pouvoir me faire mener? Il ne s'agit pas de notre vie. Cette espèce de crise entre la voix persuasive de l'étranger et la résistance plus ou moins active, plus ou moins passive de la jeune femme, avait son point culminant dans une sorte de scène de viol fantasmatique traitée à la manière du Grand Guignol. Et c'est la scène que René a beaucoup tourné autour, comme ça, et il a fini par me dire qu'il ne pouvait pas tourner de scène de viol parce qu'il était féministe, ce qui pour moi me paraît assez comique, mais je lui ai dit, bon, ça n'a aucune importance, il avait le droit de faire ce qu'il voulait, et il l'a remplacé par... alors, il est resté un travelling avant dans le couloir, et puis ça débouche sur l'ange blanc qui ouvre les ailes, ses rigues en plumes, etc. Et alors, là, il y a quelque chose de merveilleux. C'est le seul moment où les spectateurs applaudissent spontanément à la représentation. C'est le seul moment qui n'est absolument pas de moi. Et alors, j'ai pensé après, si ce film est révolutionnaire, c'est sans doute grâce à moi. S'il a du succès, c'est sûrement grâce à René. Voilà. Alors, on va interrompre un moment, puis je vais reprendre. Voilà. Ok, je retourne derrière. Et bon, ça c'est seulement pour vous faire comprendre un peu avec la voix de l'auteur la signification de ce film, ce qui a été pour lui, comme il a été important pour comprendre ce que lui voudrait en quelque façon exprimer à travers la cinématographie. L'autre film important, c'est L'Immortel de 1963, dans lequel lui a concentré sa façon de voir la réalité différente. Autre chose importante, c'est que Alain Robbe-Grillet a été traduit dans plusieurs langues et même les films ont été doublés en anglais, en italien, en espagnol aussi. Donc, même s'il a été critiqué beaucoup et le nouveau roman aussi a été beaucoup critiqué, mais nous avons beaucoup de traductions dans plusieurs langues à l'étranger, dehors de la France. Il a eu plutôt assez succès. Hein. Et donc, je veux conclure avec une citation d'Alain Robbe-Grillet tirée pour un nouveau roman, où il dit « La fonction de l'art n'est jamais d'illustrer une vérité humaine, une interrogation connue à l'avance, mais de mettre au monde des interrogations, et si peut-être à terme des réponses, qui ne se connaissent pas encore elles-mêmes. » Voilà. Bon. Et bon, j'ai terminé alors. Merci beaucoup pour cette présentation. Alain Robbe-Grillet a été traduit en roman
On a deux versions de traduction de ces romans. Pour un nouveau roman est bien traduit, et puis un roman sentimental est traduit par Dumitru Tsepenag, qui est un écrivain roman d'expression française. Voilà. Wow. Et en parlant des films, on a toute une génération des écrivains du XXe siècle qui sont fascinés par cet art. Oui, bien sûr. On ne peut pas omettre de parler de Marguerite Duras, qui était tellement animée par le désir de participer à tout ce tournage. Et puis Jean Giono également a participé à l'écranisation de ces romans. Donc voilà, ce nouveau roman, il est spécifique à la littérature française, voire même parisienne, mais il a aussi influencé la littérature des États-Unis, un peu plus que les autres. Mais là, il faut tenir compte que peut-être la littérature de Faulkner, je ne sais pas, de Kafka, n'était pas tellement réglementée comme l'a été la littérature française. Pas du tout. Non, 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 pas du tout. Si on pense à la succession des courants littéraires, les manifestes, toutes ces règles, chaque siècle avec ses règles, donc c'était vraiment très, très strict. Et ce nouveau, ça veut dire on ne veut plus de l'histoire, de tout ce qui était, on veut faire autrement. Et puis ça, c'est disons, le principe fondamental de la littérature française, de son développement à travers les siècles. Chaque génération a dit, j'en veux plus ça, je veux faire ça. Si on pense à Victor Hugo et Hernani, on descend à la querelle des anciens et des modernes. Donc ça se passe toujours en France. Cette précision qui fait un peu peur quelquefois parce que... Voilà, c'est vraiment très difficile en parlant d'autres littératures de trouver le manifeste, l'œuvre qui dirige le courant. Oui. Par exemple, en littérature humaine, on n'en a pas. Et puis, on a toujours ce respect pour la langue qui, disons que dans cette période de mondialisation, a servi bien l'intérêt de la langue de la France, étant peut-être la seule et dernière, le seul et dernier pays en Europe qui lutte avec tous les emprunts anglais, Oui, toujours. institutionnel. Voilà. Donc, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant et j'en suis sûre que les étudiants en Roumanie ont fait le XXe siècle ce semestre en troisième année d'études. On parle mes étudiants de la première année d'études que je vois dans cette salle virtuelle sont justement au XVIe siècle. Ils font connaissance avec la Renaissance, mais ce sont des idées, disons, un peu plus proches de nous, temporellement parlant. Et puis, j'ai beaucoup aimé la partie de cinéma car ça a représenté une grande partie de sa création. Oui, bien sûr. Merci encore. Et je vais ouvrir maintenant la session des questions. Si vous en avez. Allez, je vais voir une autre page. J'ai 4 pages ici de participants. Okay.
Grazie Claudia, ci congratuliamo con te, come vedi siamo a Benevento. Insieme, ensemble. Il mio francese, I'm sorry, my French is not that good. So Like my English. I enjoyed all the links you made between written text literature and media, I mean films and so forth, because it is true that you cannot only isolate, a text also travels in some way. Literature travels through other means of production. And even my question is if a text, a literary text travels, ce la faccio in italiano, poi la faccio in inglese. Okay. Se un testo letterario viaggia attraverso altre produzioni, cambia poi la visione, l'interpretazione di quel testo? Does a text, when it crosses media, then change the interpretation of the text, or focuses on other aspects of the original text? Thank you. Alors, je réponds en français, hein, voilà. Alors, en ce qui concerne donc la transposition littéraire d'un texte à la cinématographie, donc Alain Robbe-Grillet en particulier a cherché ce que nous avons dit il y a quelques minutes, a cherché une précision, une fidélité au texte pour rester fidèle aux règles bien fixées du nouveau roman. Donc, on a essayé de maintenir ce type d'écriture et de la expérimenter dans la cinématographie. Donc, nous voyons les poses, nous voyons le type des personnages choisis, des scénarios ou la réalisation, le décor qui sont comme les romans, comme dans les romans. Donc, nous voyons ce type de... C'est un miroir un peu. Donc, c'est ça, en effet. Merci. Merci à vous. You're right talking about visual cultures, because this is just a new name that we give to this science, but it goes back to the prehistorical caves. The need of human beings to convey messages, to share with their friends, everything goes back in history. Alors, nos étudiants en français. Allez, courage. Au moins une question, un commentaire. Est-ce que vous connaissez l'auteur avant cette présentation, par exemple? Non. Bon. D'accord. Donc là, vous partez de cette session avec une chose apprise. Vous avez connu un nouveau nom de la littérature française du XXe siècle. Pour en fixer cette idée. Alors, s'il n'y a plus de questions, on va finir ici. Merci beaucoup, Claudia, pour cette présentation. C'était vraiment très intéressant. On se revoit demain pour voir un tout petit peu où on en est avec les termes littérature nationale, littérature monde, littérature francophone, et voir quelques écrivains nés en Roumanie, mais qui ont écrit en France. J'espère de vous retrouver nombreux et nombreuses demain à 11h Italie, midi en Roumanie. Je vous remercie, c'était vraiment super, très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Donc, à demain. À demain. À demain. Grazie.
Grazie, grazie. revoir. À demain. Merci. À demain. Au revoir. Au revoir. A Au domani. revoir à tous. A domani. À Ciao, bientôt. Maria. Arrivederci. Arrivederci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc, en quittant la salle, on a bien entendu à bientôt, à demain, voilà. On peut se déclarer heureuse. À demain. Au revoir. Merci. Au revoir. À Bientôt. demain.